Très bien, c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui devant vous pour parler effectivement des noyaux actifs changeants. Donc en fait, à la fois la suite, mais en même temps un grand résumé de tout ce qui a été excellemment dit par le professeur Combes juste avant. Nous n'avons pas partagé nos diapositives avant, et donc il va y avoir un peu de redite de manière légèrement différente, vous allez le voir aussi, et ce qui est rassurant, puisque on n'a pas correspondu à ce propos-là, et notre présentation donne les mêmes résultats. Ça veut dire quand même que le sujet est plus ou moins compris. Mais vous allez voir que c'est en fait beaucoup plus complexe, puisque nous parlons ici de noyaux actifs changeants, mais avec la subtilité que c'est toujours des noyaux actifs de galaxies qui sont changeants. Et ça, c'est extrêmement important, puisque ces galaxies, c'est le nerf de la guerre. Donc, encore une fois, je ne vous connais pas, je ne connais pas le public auquel je m'adresse ce soir. Donc, veuillez m'excuser si je reviens un peu en arrière et que je repasse sur certaines connaissances qui sont acquises pour grand nombre d'entre vous. Mais je voulais tout de même parler simplement des galaxies, à la base. Puisque des galaxies, il en existe des millions, voire même des milliards, qui peuplent notre univers. Et vous en avez ici une très jolie mosaïque avec 9 exemples qui ont été tirés de Muse, justement. Et vous pouvez immédiatement voir, vous le savez déjà d'ailleurs pour la plupart d'entre vous, que les galaxies ont des formes particulières. Et l'une des grandes révolutions à l'époque de Edwin Hubble, qui a justement dont on a nommé le télescope spatial en son honneur, a été de concevoir un diagramme afin de classifier chacune de ces formes de galaxies en 4 classes, 4 grandes classes. Les elliptiques, les spirales, les lenticulaires et les irrégulières. Et rien qu'à l'œil nu, vous pouvez assez facilement classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Il existe même aujourd'hui des jeux scientifiques, va-t-on dire, sur Internet, où des gens du commun, n'importe qui, peut aller et aider la science en classant visuellement de très très nombreuses galaxies, des millions de galaxies qui ont été observées pour faire progresser la science collaborativement. Mais donc à l'époque, c'était Hubble qui a proposé cette classification et qui avait un impact, puisque selon son hypothèse, chacune des formes de ces galaxies représentait un stage de l'évolution de grandes structures cosmiques. Et selon lui, à travers le temps, on passait des galaxies elliptiques aux galaxies lenticulaires, puis on arrivait aux spirales et enfin aux irrégulières. Puisque, en effet, si l'on admet que toutes ces galaxies sont d'une seule et même nature, des galaxies, un ensemble de gaz et d'étoiles avec au centre un trou noir supermassif, eh bien, si elles sont toutes de même nature, en voir 4 grandes catégories, ça ne peut dire qu'une chose, c'est qu'on les voit à des moments différents de leur vie. Leur jeunesse, leur adolescence, leur vie d'adulte et à leur grand âge. Et donc, c'était son hypothèse, une hypothèse qui est d'ailleurs excellente. Toutefois, elle a dû être légèrement modifiée et modérée, puisque aujourd'hui, nous pensons que oui, elles correspondent à des évolutions, mais pas dans ce sens-là. L'univers primitif était probablement dominé par les galaxies spirales et irrégulières, puis avec le temps, il y a eu un rapprochement gravitationnel, des fusions de ces galaxies pour donner des galaxies elliptiques. Et la plus grande preuve observationnelle que l'on ait à ce sujet-là, ce sont les grands amas de galaxies, puisqu'ils sont chargés de galaxies elliptiques. Or, les amas de galaxies n'ont pu se créer qu'avec l'attraction de nombreuses galaxies et donc leur fusion. Et cette version définitive en fait, de la classification de Hubble a été faite par l'un de ses étudiants en 1975, Alan Sandage. Vous en voyez d'ailleurs ici le petit diagramme qui avait été produit. Donc, les galaxies sont quelque chose de fascinant. Quand on les observe, on regarde de quelle manière, quelle est leur morphologie, on peut en déduire aussi leurs grandes étapes d'évolution. Et tout ça, c'est très bien dans le meilleur des mondes. Vous avez ici un magnifique exemple de NGC 3368, donc une galaxie spirale barrée qui se trouve dans la constellation du Lion. Si tout était aussi simple, ce serait fantastique. Mais bien entendu, ça ne l'est pas, certainement pas en astronomie, c'est pourquoi je suis ici. Si toutes les galaxies ressemblaient à ceci, notre travail serait peut-être un peu plus morne. Mais il y a des choses comme ça qui existent dans l'univers. Des choses qui sont probablement, à l'époque on n'était pas sûr, maintenant oui, ce sont des galaxies. Cygnus A, que vous voyez là, un monstre faramineux dans notre univers,
où la galaxie est située en son centre, ce petit point lumineux, et l'on voit apparaître de gigantesques lobes radio, qui ont été justement apparemment présentés dans les précédents cours, mais vous en voyez ici l'impact visuel immédiat. Et en bleu, vous avez aussi l'émission dans les rayons X. Ça, quand on regarde la classification de Hubble ou de Sandage, on ne sait pas où le mettre, pas du tout. De toute façon, la galaxie n'est pas visible, on ne voit qu'un point lumineux extrême en son centre. Mais il existe d'autres noyaux actifs de galaxies, d'autres galaxies, j'anticipe, qui, elles, n'ont pas ces gigantesques jets, mais qui restent aussi extrêmement lumineuses dans leur centre, cachant une partie ou l'entièreté de la galaxie en elle-même. Et ce que l'on voit ensuite, ce sont aussi des nuages de gaz, de poussière, mais à des distances beaucoup plus lointaines. Et donc tout ça, toutes ces galaxies complètement différentes nous ont amené à nous poser la question, une question encore plus large, plus vaste. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout rentrer dans notre classification générale des galaxies? Pourquoi est-ce que tout n'est pas aussi simple? Eh bien, pour ce faire, on va mettre nos petites lunettes, nos binocles de spectroscopistes, c'est-à-dire simplement l'étude de l'intensité de la lumière en fonction de sa couleur, de sa longueur d'onde. Et regardons en fait toutes ces étrangetés, ces deux-là, mais d'autres, dans le spectre de l'optique. Donc ici, la longueur d'onde émise en angstrom, donc d'ici, on va dire, du bleu au rouge, et pour 8 galaxies différentes. Avec, ici, 3368, celle que je vous ai présentée en premier. Vous avez ici, simplement, un spectre normal de galaxies. Nous le verrons plus tard, nous en reparlerons, mais c'est simplement la somme de l'émission de toutes les étoiles qui sont à l'intérieur, à peu de choses près. Mais par contre, si on compare ce spectre de galaxies normales avec toutes celles qui sont anormales, eh bien vous voyez que nous avons pléthore de différences. Certaines sont complètement plates, rien, aucun signe, aucune raie d'émission, c'est un spectre gris, ce qu'on appelle gris, il ne varie pas avec la longueur d'onde. D'autres qui, justement, comme il a été dit précédemment, ont beaucoup plus d'intensité dans la longueur d'onde bleue, alors que certaines, ce n'est pas le cas, on a une intensité qui diminue dans le bleu. Vous avez l'apparition de raies, des raies qui peuvent être extrêmement larges, comme vous le voyez ici, ou alors, au même endroit, la même raie, des raies extrêmement fines. C'est la dichotomie dont vous avez entendu parler précédemment, des raies larges, raies fines, émises proches ou loin du trou noir supermassif par la région BLR pour les raies larges, Broad Line Region, ou Narrow Line Region pour les raies fines. Pour toutes les raisons qui ont été expliquées précédemment, je ne reviendrai pas dessus. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que toutes ces galaxies ont des spécificités. Et là, ça commence à nous embêter, parce que autant les galaxies, on peut toutes les classifier d'après leur morphologie et leur spectre est plus ou moins encore une fois semblable à celui-ci, mais là on parle quand même de nouvelles galaxies, d'autres objets dont les spectres sont immensément différents. En réalité, nous avons toute une zoologie de signatures observationnelles. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons aussi la présence de jets et de lobes, donc ce que vous voyez ici, particulièrement visible en ondes radio. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on les a observés pour la première fois. Et c'est là où on voit qu'elles ont un impact, ces jets et ces lobes ont un impact gigantesque sur l'évolution des galaxies et des grandes structures de l'univers. Il y a le cœur donc, de la galaxie qui est très lumineux, comme je le disais, qui peut carrément cacher toute la luminosité des étoiles de la galaxie haute. Il y a aussi une luminosité qui est variable, mais cette variabilité est dépendante de la longueur d'onde. Le plus souvent, plus vous êtes proche des petites longueurs d'onde, donc X, UV, vous avez des variabilités plus importantes, plus rapides, alors que quand vous allez vers l'optique et l'infrarouge, vous avez des variabilités dans ces objets, en photométrie par exemple, qui sont beaucoup plus lentes. Donc ça encore, c'est quelque chose aussi à laquelle il a fallu réfléchir intensément. On détecte de ces objets à tous les redshifts, donc c'est-à-dire à toutes les périodes de l'univers, ou au moins jusqu'à un bon redshift de 7. C'est-à-dire un univers qui est déjà relativement jeune. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces objets atypiques, ces galaxies atypiques, sont beaucoup plus rares que les galaxies normales. Cette rareté n'est pas parfaitement définie, ce n'est pas 2%, totalement 2%, 1%, 10%, non. Ça dépend du redshift. Donc ici encore, on a des traces d'une évolution. Donc ces objets, en plus, nous renseignent sur beaucoup de choses. Alors là, à partir de cette liste d'indices, qu'est-ce que nous avons fait?
Alors on a joué au jeu du détective et on a regardé un peu ce que ça nous donnait. Toute cette zoologie de signatures nous dit quelque chose. Eh bien, si l'on considère que tous ces objets sont intrinsèquement les mêmes, de la même nature, la même espèce, encore une fois, comme les galaxies classées en 4 grandes morphologies, eh bien, il doit y avoir forcément un paramètre, au minimum, qui gouverne tout. Et faire varier ce paramètre va vous faire varier votre spectre, va vous faire varier les signatures observationnelles, tout en gardant la même unité de base, la même galaxie au final, globalement. Un peu comme nous, on a quasiment tous des yeux de couleurs légèrement différentes, mais nous sommes tous humains. C'est un peu la même idée. Vous avez un paramètre clé, ici, on verra lequel c'est plus tard, mais vous, par exemple, c'est la couleur de vos yeux. La présence de jets et de lobes nous dit qu'il y a donc une interaction avec cet objet central et son environnement, proche comme lointain, et donc l'enrichissement du milieu ambiant par l'éjection de matière et la dépose d'énergie et de matière dans la galaxie haute, mais aussi dans le milieu intergalactique. Et donc, s'il y a enrichissement, il va y avoir une évolution, parce que vous ne mettez pas du matériau quelque part dans l'univers sans que rien ne se passe. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer, en bien, en mal, formation ou annulation du taux de formation des étoiles, par exemple. Le cœur de la galaxie qui est si lumineux, il n'est pas lumineux pour rien. Donc forcément, ça veut nous dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe au centre de cette galaxie. C'est là où siège le mystère de l'énigme. La luminosité qui est variable va nous donner des indications sur la taille physique de ces objets. Et cette taille, plus la variabilité est grande, donc plus la taille va être courte, puisque la vitesse de lumière, elle est finie. Le fait qu'on détecte ces objets à tous les redshifts nous dit que le phénomène est omniprésent, donc il existe partout pour tous les objets, mais par contre, il est aussi plus rare que les galaxies normales, donc on a ici un effet de durée de vie. Clairement, si c'est plus rare et qu'on en observe à toutes les échelles, ils doivent probablement être plus rares parce qu'ils sont simplement plus courts que la durée de vie de toute une galaxie standard, lambda. On va revenir là-dessus sur tous ces points, mais vous avez ici beaucoup d'indications qui vont nous permettre de mieux comprendre ces galaxies à noyau actif, justement. Et après, pourquoi ils changent. Donc, la résolution du mystère est très simple. Les galaxies que nous avons vues sont des galaxies dites actives, qui ont un tout petit noyau d'émission intégré au centre d'une galaxie qui est, elle, plutôt typique, une galaxie normale. Et c'est ce noyau qui est très variable et très brillant par rapport à la galaxie haute qui va diriger l'intégralité des variations observationnelles que l'on peut voir entre les objets. Et c'est ce noyau qui va être aussi responsable de cette particularité pour laquelle nous sommes là ce soir, ce qu'on appelle les changing looks. Pour les galaxies normales, je vous l'ai dit, énergie totale émise par la somme de l'émission de chacune des étoiles de la galaxie. Très simple. Mais pas dans le cas des noyaux actifs de galaxies. On a des excédents clairement en infrarouge, en radio, en UV, en rayon X. Nous l'avons vu juste avant. Et dans la plupart des galaxies normales, sinon toutes, vous avez un trou noir supermassif en son centre. Ce qui est très important, par contre, c'est que la plupart de toutes ces galaxies normales ont un trou noir supermassif qui est dit quiescent, c'est-à-dire qu'il est au repos. Il n'accrète pas énormément de matière et il est globalement inactif. C'est le cas pour Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Il est quiescent. Par contre, dans une galaxie active, le trou noir, lui, est éveillé. Il est actif, il accumule de la matière, il accrète. Et c'est pour ça que l'on dit que ce sont des galaxies à noyau actif. Ils sont actifs, le trou noir supermassif avale, il phagocyte la matière et le rayonnement qui est autour de lui. Et tout ça va mener à ce fameux disque d'accrétion qui est le siège d'une grande partie des signatures observationnelles qui existent. Alors, j'avais prévu plein de jolies animations, mais bien sûr, ça ne marche pas. Donc, je vais devoir légèrement faire des basculements de fenêtres, juste pour vous montrer de jolies animations. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà. Donc, vous avez ici la représentation typique donc, bien entendu, c'est une vue d'artiste. On n'a pas la capacité de faire quelque chose d'aussi propre avec nos télescopes actuels. Mais vous avez ici ce fameux disque d'accrétion avec des jets
bien collimés, des faisceaux très fins qui partent à la perpendiculaire, ce qui n'est pas forcément véridique dans la nature, mais vous avez ce fameux disque d'accrétion, avec en plus un code couleur qui vous dit quelle est l'émission de l'infrarouge dans les bords externes jusqu'à l'ultraviolet dans les bords les plus centraux de ce disque d'accrétion. Mais qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est que ce disque d'accrétion? Eh bien, c'est un disque, littéralement, qui est provoqué par le frottement, l'irradiance inégale, les effets magnéto-dynamiques et d'autres forces qui induisent des instabilités. Toute la matière va être instable et va spiraler. Il va y avoir un moment angulaire qui va être transmis dans le gaz par des effets visqueux, et donc il va y avoir une spirale et non pas une orbite circulaire. Votre matière va tout doucement tomber vers le trou noir, vers le puits gravitationnel. Et ça, eh bien, les forces de gravitation et de friction vont naturellement comprimer et élever la température de la matière. Ça va provoquer l'émission d'un rayonnement de corps noir, un rayonnement électromagnétique qui va piquer pour les noyaux, pour les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, qui va avoir un pic dans le bleu. C'est le fameux Big Blue Bump en anglais. C'est pour ça d'ailleurs que la longueur d'onde bleue ultraviolette est particulièrement intéressante pour observer les noyaux actifs de galaxies, puisque c'est là qu'il y a le maximum d'émissions. Et en plus, coup de chance, c'est l'émission qui est tout proche du trou noir supermassif, donc du puits gravitationnel. Donc on peut même tester ensuite nos théories de la relativité générale en regardant ce qu'il se passe dans l'UV et ensuite dans les rayons SX. Ce qui est très important ici, c'est que vous l'avez vu dans cette petite vidéo, la matière s'organise de manière non symétrique autour du trou noir. Vous n'avez pas une sphère parfaite autour du trou noir, non, vous avez un disque. Donc par définition, il est peut-être axisymétrique, mais encore il est très probablement fragmenté, il est tumultueux, mais au moins il n'est certainement pas sphérique. Et ça, c'est une des composantes fondamentales des noyaux actifs de galaxies. Le trou noir et son disque d'accrétion vont induire une géométrie spécifique dans le cas des noyaux actifs de galaxies. Et vous en avez ici une vue schématisée. Pas du tout à l'échelle, bien entendu, sinon vous ne verrez rien. Mais par contre, ça vous montre tout ce que vous avez besoin de savoir sur un noyau actif de galaxie. Vous avez en son centre le point noir, le trou noir supermassif, et son disque d'accrétion, que vous voyez ici avec un code couleur, celui de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge, encore une fois, pour les longueurs d'onde qui vont être émises. Très peu visible, mais en petits pointillés violacés autour du disque, qui est la couronne d'électrons chauds. Donc, c'est-à-dire on ne connaît pas sa taille, on ne connaît pas sa température exacte, on ne connaît pas sa géométrie. C'est une région hypothétique, mais dont on a besoin dans nos modèles, qui va permettre de prendre les rayons UV du disque d'accrétion et de les booster, de leur donner une impulsion jusque dans les rayons X par processus inverse Compton. Ces électrons sont relativistes extrêmement chauds. Et ensuite, vous avez la région, le BLR, donc ce que vous voyez en rouge ici, donc des nuages de gaz qui vont à de grandes vitesses keplériennes et bien denses, qui donc tournent, qui vont être responsables de l'émission des raies larges. Et ensuite, ce BLR va s'interconnecter, se mixer dans le tore de poussière, cette fameuse région, ce réservoir de gaz et de poussière qui va bloquer la vue d'un observateur qui se trouve sur le plan équatorial à 90 degrés ici. Et par contre, pour un observateur qui est on va dire une vue donc proche de 0 degré, ou comme vous pouvez le voir, il y a une certaine latitude, eh bien, il y a une vue directe du trou noir supermassif, on n'est pas bloqué par la poussière, et on peut voir les raies larges, on peut même voir les raies fines aussi d'ailleurs, on voit à travers le vent d'éjection, on peut voir les raies fines. Et dans certains cas, dans une certaine fraction des agènes, vous avez ces gigantesques jets, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a les Seyfert, les galaxies dites sans jet, et les galaxies type quasar, blazar et autres, où vous avez le jet et les lobes. Cette image est extrêmement importante puisqu'elle va nous permettre d'expliquer entièrement le phénomène des noyaux actifs de galaxies, leur différence observationnelle, par un seul paramètre clé. Je vous en ai parlé, il y a un paramètre en particulier, c'est l'orientation, d'où d'ailleurs le cercle que vous avez ici avec les angles. Eh bien, comme je vous l'ai dit, si vous avez une vue par le dessus, vous voyez le trou noir, vous voyez la BLR, et vous avez aussi une vue de la NLR, donc les raies larges, les raies fines. C'est ce que vous voyez ici, les raies larges et les raies fines, NGC 4151, celle que vous avez vue au tout début aussi. Raies fines, raies larges.
C'est ce qu'on dit Seyfert de type 1. Vous avez les deux. Et pour les Seyfert de type 2, vous n'avez que les raies fines, pour la bonne et simple raison que votre vue, votre ligne de visée est bloquée par cette poussière obscurcissante. Il vous manque une partie du signal. Et donc, cette orientation par rapport à la ligne de visée de l'observateur fait tout. Ça nous explique l'entièreté du phénomène des noyaux actifs de galaxies. Pourquoi ils sont observationnellement différents. Ben voilà, je pense qu'on a fini. Mon travail s'arrête, on a trouvé. On sait pourquoi. L'orientation, ça fait tout. Mais on a parlé de variabilité. Eh bien, en réalité, si on est là, c'est justement parler de cette variabilité. Mais à plusieurs échelles. Je vais même dépasser un peu le cadre juste de ces changing look avec une ou deux diapositives. On a une variabilité. On en a parlé, on n'observe pas des noyaux actifs de galaxies aussi régulièrement que les galaxies lambda, standard. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on pense que c'est simplement un phénomène transitoire dans l'évolution des galaxies. Probablement toutes les galaxies sont passées par une ou plusieurs périodes où elles étaient des noyaux actifs de galaxies parce qu'elles accrétaient beaucoup de gaz. Et ça, la durée, très difficile à estimer, mais probablement de l'ordre d'une durée d'activité de 100 000 ans à peu près. Donc vous avez votre galaxie qui vit sa vie, peut-être qu'elle va avoir un événement de fusion, il va y avoir une période d'activité par un amoncellement de gaz, beaucoup d'accrétion sur le trou noir supermassif central, voire fusion de trous noirs supermassifs, phase active, 100 000 ans approximativement, jet, enrichissement du milieu local, formation d'étoiles, ou peut-être mort de cette formation d'étoiles. Puis ensuite, le gaz est accrété, il n'y a plus rien, tout le monde s'endort, et on revient à notre galaxie standard. Et ça laisse des traces dans l'univers. Et c'est probablement l'une des plus belles traces que l'on peut trouver, celle qui est dans notre propre galaxie. Alors encore une fois, c'est une vue d'artiste, puisque vu que ça, c'est la Voie lactée vue par la tranche et que nous sommes dans la Voie lactée, vous vous doutez bien qu'on n'a pas de satellite qui est allé suffisamment loin pour faire cette photo. Toutefois, dans les rayons gamma, et ensuite dans les rayons X, on a observé qu'il y avait une émission de ces rayonnements à hautes énergies qui formaient deux grandes bulles au-dessus et en dessous de notre galaxie. Ces deux gigantesques bulles, qu'on appelle les bulles de Fermi d'ailleurs, du nom du télescope dans les rayons gamma qu'il a observé, eh bien, nous dit que notre Voie lactée a probablement eu déjà des phénomènes comme ça de transition où elle était active. C'était un noyau actif. Et ces bulles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est simplement, probablement, selon notre hypothèse, des jets de matière qui étaient au centre de notre bonne vieille Voie lactée, qui partaient en haut en bas et qui tournaient légèrement. Et en fait, en tournant avec une sorte de précession, eh bien, ont tout simplement, comme vous pouvez le voir, chassé la matière, ont déposé aussi de l'énergie. Et ce que vous voyez là, ce sont les lobes en réalité, et l'espèce de cavité qui a été créée par ces gigantesques jets, qui sont éteints, qu'on ne voit plus du tout, mais dont l'histoire est encore inscrite dans notre Voie lactée. Et si on veut en être sûr, eh ben, il y a quelque chose que l'on doit faire, c'est faire des nouvelles observations avec de nouveaux télescopes. Et pour ce faire, le 9 décembre dernier, il y a quelques jours, nous avons lancé un nouveau satellite qui s'appelle AXP, qui est un satellite qui, pour la première fois depuis plus de 50 ans, a mis d'ailleurs en orbite un polarimètre dans les rayons X. Ça n'existait plus depuis la fin des années 70. Et pour la première fois, on va pouvoir observer notre centre galactique. Alors, je vous montre rapidement à quoi ressemble le lancement. Donc, AXP a été lancé à bord d'une fusée SpaceX, ici une Falcon 9, sur le pas de tir 39A du centre Kennedy. Et il a suffi à peu près une trentaine de minutes pour la mettre à 600 km de hauteur, enfin 600 km d'altitude. Et notre bon vieux satellite vient d'être déployé, et on est en phase de calibration, et on fera des observations à partir de janvier. Et ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'avec ce satellite, une fois bien déployé, on va observer notre centre galactique, et on va observer la polarisation. La polarisation est quelque chose de fantastique. Je ne m'étends pas beaucoup sur le sujet. Je ne pensais pas que le Dr Combe s'attendait à ce que je vous parle particulièrement de la polarisation, que moi j'adore. C'est le nerf de guerre pour moi de mon travail, mais qui est rébarbatif pour beaucoup de gens. Mais la polarisation a quelque chose de fantastique. C'est que c'est une donnée qui est géométrique. Comparée à l'intensité, qui est ce qu'on appelle une donnée
scalaire, c'est juste un nombre, la polarisation est une donnée vectorielle, donc géométrique. Si vous avez un noyau actif de galaxie au centre de notre bonne vieille Voie lactée et qu'il s'éteint, eh bien, la luminosité n'est plus là. Il s'est éteint, votre chandelle est morte, bon, vous ne voyez rien. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est l'écho de cette luminosité sur les différents diffuseurs, sur le gaz à droite à gauche dans la Voie lactée. Et cet écho, eh bien, par diffusion, parce qu'on a une diffusion, on a une polarisation. Cette polarisation, on peut toujours la détecter. Et on peut faire de l'archéologie du centre galactique, malgré le fait que le noyau actif au centre de notre galaxie soit mort depuis fort longtemps, qu'à la phase soit terminée. Et donc ça, on verra. Si tout se passe bien, observation début mars, et vous entendrez probablement parler de tout ça début avril. Mais continuons sur le thème de la variabilité, et pour rentrer vraiment dans le sujet, vous avez vu que vous avez des signatures observationnelles avec des raies larges, des raies fines, et vous pouvez les observer dans le temps pour un même objet, ici comme vous pouvez le voir entre 2005 et 2006, et globalement on a une variabilité en termes de continuum, plus ou moins de flux, mais pour la plupart des noyaux actifs de galaxies, ça se conserve. Vous avez toujours vos raies, à peu près la même forme, et le continu, les raies, la luminosité dans tout ça varie, mais faiblement. Par contre, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans cette optique, ce qui a d'ailleurs été présenté précédemment, c'est ce genre de choses. Donc ici, vous avez le temps qui s'écoule avec une mesure propre à l'astronomie, avec les jours juliens, et la magnitude. Eh bien, vous voyez que pour cet objet ici, un nom terrible, J1115, vous avez ici donc un objet qui va avoir un flux qui va tripler. Vous allez avoir un objet qui va avoir une grande croissance de flux. Et ça a été présenté précédemment, non seulement pour ça, mais aussi pour Markarian 1018, qui est un autre exemple, qui, comme il a été très bien dit, pendant 30 ans a été dans une phase très active, puis s'est rendormi. Et ça on ne peut pas l'expliquer, parce que, en tout cas pas avec le modèle des noyaux actifs habituels. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible d'avoir un flux qui triple, voire un facteur 6, un facteur 10, en fonction de la longueur d'onde, mais qui, en plus, propose ici des signatures observationnelles qui sont différentes. À la base, en 2002, donc en noir, vous avez un spectre sans raies particulières, et en 2016, vous avez une gigantesque raie H-alpha, une grande raie H-bêta, et vous avez d'autres raies de la série de Balmer qui apparaissent. Alors ça, c'est incompréhensible, à moins que vous ayez vu le séminaire précédent, enfin, vous ayez eu le cours juste avant, mais c'est incompréhensible quand on regarde nos noyaux actifs de galaxies. Ce n'est pas censé pouvoir se passer. Et c'est exactement comme si je vous regardais et tout d'un coup, vous passiez d'humain à marsupilami. Ça ne fait aucun sens. Et pour vous donner une vraie sensation de à quel point tout ça ne fait aucun sens, suivant encore une fois notre théorie qu'on pensait bien établie des noyaux actifs de galaxies, eh bien, il faut voir cet objet, donc ici un autre objet, mais qui a subi le même genre de variation, qui possède donc un disque d'accrétion qui fait approximativement 0,01 parsec, donc très large, 10 jours-lumière, 308 milliards de kilomètres. C'est-à-dire que cet objet, qui est globalement plus grand que notre système solaire, si on exclut le nuage d'Oort, est capable de changer complètement de type 1 à type 2 en à peu près 2 ans, en quelques années. Un objet de la taille de notre système solaire qui change complètement en quelques années. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on va le mettre en exergue avec lui. Est-ce que vous connaissez Arturo Brachetti? Probablement, mais peut-être pas tout le monde. Exactement, c'est ce monsieur que vous voyez là, et il est fascinant parce qu'en fait, c'est un noyau actif de galaxies changeant à lui-même. Vous le voyez ici dans l'un de ses spectacles, habillé, et en à peu près 2 secondes et demie, 3 secondes, il change complètement de vêtements. C'est le même personnage, c'est le même humain, c'est le même noyau actif de galaxie, mais par contre, ses signatures observationnelles sont totalement différentes. Il est un garde probablement anglais, et il passe à un jeune rebelle anglais. Et comme vous pouvez le voir, donc si vous faites bien attention, il n'y a pas de vêtements qui sont tombés par terre, et ce n'est pas dénudé de quelque chose, non. Tout a changé. Et ce Arturo Brachetti, donc un très grand artiste dans le milieu du transformisme et du changement
de vêtements fait plus de 80 changements en un spectacle d'une heure et quelques, sans jamais qu'ils partent dans les coulisses faire autre chose. Ils passent derrière un voile comme ça. Et ça, c'est fascinant. Parce que si on va faire une petite comparaison d'échelle. Arturo Brachetti, temps pour moyen pour se transformer, à peu près 2 secondes. Il fait 1,80 m, donc ça fait un rapport de 0,9. Notre noyau actif de galaxie, il met à peu près 2 ans pour se transformer, donc 10 puissance 7 secondes. Et il a une taille de à peu près 10 puissance 14 mètres. Donc vous avez ici un ratio. Si on regarde simplement le ratio des deux, eh bien pour que Arturo Brachetti soit aussi efficace qu'un noyau actif de galaxie changeant, il devrait se transformer en 0,37 microsecondes. Alors c'est rigolo pour un humain, mais là on parle d'un objet qui fait la taille de notre système solaire. Là, je pense que l'on voit tout de suite beaucoup mieux pourquoi ces objets sont à la fois fascinants et presque inquiétants pour notre domaine. Parce qu'ils défient complètement la manière dont on pensait les noyaux actifs de galaxies par ces changements extrêmement brusques et extrêmement impressionnants en termes de caractéristiques. Ils passent de type 1 à type 2 comme quelqu'un qui change d'habit. Alors, ça a été encore une fois présenté, je m'excuse pour la redite, mais quelle peut être la cause d'un tel phénomène ? Eh bien, vous en avez vu plusieurs, je vais revenir dessus. Vous avez les TDE, Tidal Disruption Event, donc la destruction ou au moins la fragmentation partielle d'une étoile bien massive qui passe proche d'un trou noir supermassif. Les couches extérieures de l'enveloppe de l'étoile vont être aspirées par le trou noir, j'exagère, mais donc il va y avoir un déchirement de ces couches extérieures, c'est d'ailleurs ce que vous voyez ici, dans cette vue d'artiste, et vous allez avoir un afflux de matière, donc vous allez avoir beaucoup plus de flux lumineux créés par le noyau actif de galaxie, ce qui peut donc expliquer cette variation. Et vous avez plus de flux lumineux, vous avez potentiellement plus facilement accès à de l'ionisation pour faire vos signatures de raies sur la BLR, soit. Mais le problème, comme ça a été très bien dit, on a une décroissance exponentielle en puissance moins 5 tiers, ce n'est pas censé durer 30 ans. On n'arrive pas à trouver une TDE qui dure 30 ans. 1, 2, 3 ans, pourquoi pas. Donc, c'est un phénomène qui est intéressant, mais qui n'a pas la meilleure manière d'expliquer une variation complète d'un noyau actif de galaxie dit changing look. Encore une fois, c'est le terme anglais, hein, mais c'est pour ces noyaux actifs changeants. L'autre possibilité, c'est l'obscuration. L'obscuration peut venir de nombreux endroits dans un noyau actif de galaxie. Si vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée, tout est un peu fragmenté au centre. Et vous avez des nuages qui peuvent être créés dans la BLR, mais qui peuvent être créés dans le tor de poussière. Vous avez plein de possibilités. Et la taille de ces nuages va être aussi dépendante de sa localisation par rapport au trou noir supermassif. Or, ici, vous avez ce nuage qui doit passer parfaitement devant la ligne de visée de l'observateur. Ce qu'on appelle un événement, en anglais ubiquitous, serendipitous, la sérendipité. C'est-à-dire il faut avoir la chance de l'observer au bon moment. Mais ça a été fait. On a une observation en rayon X, par exemple, qui a été faite, et en 3000 secondes, on a véritablement vu le spectre X se faire absorber dans les rayons X mous, et ensuite revenir à sa valeur normale. On a clairement vu un passage de quelque chose qui obscurait la ligne de visée. Et ensuite, avec une étude un peu plus poussée, on pense clairement que c'est un nuage qui était proche de la BLR. Mais si le nuage est beaucoup plus gros ou s'il est plus proche et qui couvre bien, et qui va beaucoup plus lentement, eh bien, vous pouvez avoir des temps d'obscuration beaucoup plus longs. Mais ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est que vous avez encore d'autres signatures qui peuvent être corrélées à tout ça. Donc ça, c'est l'autre animation que je voulais montrer. Vous avez ici, donc, tout simplement une petite simulation que j'ai faite. Vous avez le trou noir supermassif au centre, c'est le point coloré que vous voyez de temps en temps, et j'ai mis un bon millier de nuages autour, et je fais tourner. Et j'ai pris une ligne de visée qui, de temps en temps, est obscurcie par un de ces nuages, et de temps en temps, non. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le flux, ici, vous pouvez avoir aisément un facteur 30 ou 40 en termes de flux, simplement par le passage ou non de cet obscurateur. Si quelqu'un passe devant votre lumière, vous voyez beaucoup moins bien. Eh bien, c'est la même chose. Et ce qui est fascinant, c'est que, encore une fois, quand c'est caché, vous ne voyez plus la source. Mais n'oubliez pas, vous avez encore une composante, c'est la polarisation. Cette polarisation vous informe de l'état de votre système, même quand la source n'est plus là, par les effets d'écho. Et l'écho, on peut le mesurer, et on voit effectivement que
quand on a une obscuration, on a une augmentation du degré de polarisation. Donc si on arrive à suivre ce qu'on appelle un monitoring, si on suit dans le temps nos noyaux actifs de galaxies changing look, et qu'on observe le degré de polarisation qui varie et qui est associé à des rotations de l'angle de polarisation, une autre des composantes de la polarisation, eh bien on peut beaucoup plus facilement déterminer les causes de ce changing look, si oui ou non c'est dû à une obscuration. Et aujourd'hui, Markyan 1018, nous sommes en train de l'observer et nous cherchons activement à déterminer si oui ou non il y a véritablement des nuages qui passent devant. Les observations que l'on a sont en train d'être traitées, mais je peux déjà vous dire que pour le moment, non, ce n'est clairement pas de l'obscuration. Donc ce phénomène existe, il a été vu dans les rayons X, mais ce n'est pas, encore une fois, le phénomène parfait pour expliquer tous ces noyaux actifs de galaxies changeants. L'autre thèse qui, elle, est très intéressante et qui a beaucoup de vent en poupe, c'est le déclin ou la renaissance de l'activité d'accrétion. Tout simplement, vous n'accrétez plus assez et il va y avoir une transition qui va être générée par une baisse rapide du taux d'accrétion de masse. Le disque interne s'évapore et va être remplacé par un disque d'accrétion dominé par l'advection. De fait, vous allez avoir une apparition et une disparition de Bray. Si votre luminosité décroît, vous avez une dispersion des vitesses qui augmente, et donc vous avez des impacts sur vos rays, et donc vous pouvez peut-être créer ces fameux changing look. Le problème, c'est que les temps de transition sont souvent trop longs avec cette théorie aussi. N'oubliez pas que vous avez un disque d'accrétion qui est grand, c'est quand même massif, c'est d'ordre d'une fraction, c'est 1 millième de parsec, peut-être plus pour les trous noirs bien massifs. Et donc, ça fait beaucoup de matière à faire varier. C'est pour ça que ce n'est pas forcément non plus la méthode, ou en tout cas le scénario, qui est parfait pour expliquer les changing looks. Une dernière hypothèse, c'est la fusion avec une autre galaxie. Ici, vous avez une vue d'artiste faite par la NASA, où vous avez l'interaction de deux galaxies avec des trous noirs qui vont, eux aussi, former un trou noir supermassif résultant de la fusion des deux. Comme ça a été dit, vous pouvez avoir des vents d'émission qui vont se traduire par une composante, par un décalage vers le bleu lors de vos observations pour les rays. Ça peut être tout à fait vrai pour certains candidats, mais il y a certaines changing looks qu'on peut résoudre plus ou moins bien spatialement, et on sait qu'on ne voit pas de signature d'une deuxième galaxie en interaction. Et de fait, nous avons aussi quelques théories en polarisation qui nous montrent que si vous avez deux trous noirs supermassifs qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre pour fusionner, vous avez aussi des échos en polarisation dans les raies d'émission et des variations presque sinusoïdales de l'angle de polarisation, ce que l'on ne voit absolument pas dans la plupart des cas aussi. Donc, c'est encore loin, loin, loin d'être un succès. Donc, les changing looks, quelle peut être la cause de tout ça? L'étoile massive, donc la TDE, qui est accrétée et partiellement détruite, ça reste l'hypothèse la moins probable parce qu'encore une fois, les temps de montée sont beaucoup trop courts. Enfin, le temps de montée est rapide, mais ensuite il y a une décroissance très rapide elle aussi. Et donc ça n'explique certainement pas ces longs changements sur la durée, 30 ans, 20 ans, voire plus. L'obscuration par un nuage de gaz, ça marche pour les variations plutôt rapides. Ce que l'on peut voir dans les rayons X, on en a plus d'un exemple maintenant d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, comme ça a été très bien dit, on peut faire varier la taille du nuage et sa vitesse de passage devant la ligne de visée de l'observateur. Donc là, on va avoir un modèle qui est dégénéré. Mais l'observation de la polarisation peut, elle, nous permettre de rompre cette dégénérescence. Le déclin et la renaissance de l'activité d'accrétion, oui, ça peut être très intéressant, mais il y a quand même aussi une marque de la faiblesse de nos théories sur l'accrétion, puisqu'il faut quand même faire varier un gigantesque monstre accréteur. Et même si on n'a pas besoin qu'il varie du rayon 0, enfin du début du trou noir supermassif à la fin, à l'extrémité du disque, on a quand même besoin de faire varier une grande partie du système. Et enfin, la fusion avec une autre galaxie ne peut pas expliquer chaque candidat. Ce n'est physiquement pas possible, les observations nous le montrent, on n'a pas des galaxies en interaction à chaque fois. Et c'est tout. C'est un peu frustrant parce que nous n'avons pas d'autres explications aujourd'hui qui puissent parfaitement tout expliquer. C'est vraiment de la recherche contemporaine. Les noyaux actifs de galaxies changeants restent une énigme. Ils ont été découverts relativement récemment, on les étudie depuis
peut-être une dizaine d'années avec une forte intensité, et pourtant on a encore beaucoup de choses à découvrir, et en particulier sur tout ce qui est multimessager, polarisation, gravitationnelle. Il pose de grandes questions sur notre compréhension de l'accrétion, et je finis et je conclus avec ça. En réalité, ces grandes questions sur l'accrétion, eh bien, elles ont été depuis très longtemps déjà perçues par le milieu scientifique. Et il y a le problème d'Halloin. En 1985, Danielle Halloin, qui est directrice de recherche au CNRS en France, a déjà démontré que l'on ne comprenait fondamentalement pas grand-chose à l'accrétion dans les AGN et à l'accrétion de manière générale. On a un paradigme, on a des théories qui sont excellemment intéressantes, mais dans les détails, ça ne marche pas parfaitement, voire même pas très bien. Et ce qu'elle a montré, eh bien, c'est dans 1566, un de ces noyaux actifs de galaxies. Les raies Balmer, H-alpha, H-bêta et ainsi de suite, suivent la variation de flux à 3700 angstroms. Bon, c'est-à-dire que si vous avez une variation de flux, une montée de flux, vous avez aussi un impact positif sur les raies. Et ça, dans les périodes de transition relativement longues, proches d'un an et un peu plus d'un an. Mais par contre, lorsque vous avez un changement beaucoup plus court, eh ben, elle les précède. Ça veut dire que ici, dans ce cas-là, vous avez l'effet avant la cause. Voilà. Ça résume entièrement en fait le dilemme des noyaux actifs de galaxies changeants, ces fameux changing look. On sait qu'ils existent maintenant, on en est sûr. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, on a des théories. Aucune de ces théories n'explique parfaitement tous les cas. Donc, il nous manque encore des ingrédients dans cette grande soupe pour avoir une recette parfaite. Et surtout, on a ici la preuve que nos théories sont encore à peaufiner, et en particulier tous les phénomènes d'accrétion. Donc, au final, et je finirai donc avec cette diapositive, certains noyaux actifs de galaxies montrent des signes de transition brusques. Énorme augmentation ou diminution du flux en optique, en UV, en rayon X. Apparition, disparition de signatures observationnelles, les fameuses raies. Retour à la normale dans certains cas, plateau pendant décennies pour d'autres, puis retour à la normale, et ainsi de suite, sans que l'on puisse encore aujourd'hui savoir s'il y a une véritable période, une période de très longue durée, puisque bien entendu, on ne fait pas des observations en astronomie depuis plus de 100 et quelques années. Donc bien entendu, c'est difficile de voir ça sur 200, 300 ans. Et ces fameux changing look AGN, donc ces noyaux actifs de galaxies changeants, sont des monstres qui ne peuvent pas se transformer complètement en si peu de temps. Ils ne sont pas Arturo Brachetti. Donc, destruction d'une étoile par effet de marée, obscuration par des nuages, variation intrinsèque, fusion de galaxies sont autant d'hypothèses que nous avons émises qui peuvent expliquer une partie des signatures, une partie de ces objets. Mais jamais de manière parfaite, ni dans tous les cas. Les meilleures théories que nous avons pointent vers quand même une révision en profondeur de nos théories sur l'accrétion. Non pas d'un point de vue général, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a quand même relativement bien compris, mais dans la finesse des modèles et de la théorie. Les détails, le diable se cache dans les détails. Et d'autres études, parfois oubliées, le démontrent aussi, comme l'excellent papier de Halloin. Et c'est un cas fascinant, parce que l'astrophysique se révolutionne au fil des découvertes, mais aussi des contradictions. Et aujourd'hui, on en est en plein dans une de ces contradictions. Et pour pouvoir réussir à percer ce mystère, eh bien, il faut compter sur la multiplicité des techniques d'observation. Photométrie, spectroscopie, imagerie, polarimétrie, le timing, donc les études temporelles, les ondes gravitationnelles et peut-être un jour l'observation des neutrinos, tout ça, ça va collaborer ensemble à la compréhension des noyaux actifs de galaxies changing look. De fait, eux vont nous permettre de comprendre les noyaux actifs de galaxies. Les noyaux actifs de galaxies sont une étape de transition dans l'évolution des galaxies standards. Et la compréhension de l'évolution des galaxies qui peuplent notre univers, ce sont les grandes structures de l'univers, vont nous permettre à la fois de revenir aux origines de notre univers, mais aussi à sa ou ses probables fins. Donc vous voyez, observer et comprendre un seul de ces phénomènes étranges, comme les noyaux actifs de galaxies changing look, nous permet d'avoir une vue extrêmement globale extrêmement globale sur l'astronomie et l'astrophysique en général. Donc je vous remercie pour votre attention.